quoi les réseaux sociaux peuvent profiter au gouvernement, par exemple? En fait, c'est une excellente opportunité. Je vais m'avancer un peu à dire que si les pays de l'AES sont encore debout aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux, il ne faut pas l'oublier. Parce que les réseaux sociaux ont permis de contrebalancer le narratif qui avait été construit. Quand vous voyez comment les influenceurs se sont mobilisés pour empêcher qu'on bombarde le Niger, vous voyez la puissance des réseaux sociaux. Je dis, c'est un instrument qu'il faut regarder avec méfiance, mais comme l'a dit mon confrère, c'est une réelle opportunité. C'est une opportunité dans la mesure où, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit tous les jours, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls laboratoires des fake news. La plupart des médias mainstream à qui on accorde beaucoup de crédits sont des grandes sources de fabrication de fake news. Et ce que je voulais dire aussi concernant les réseaux sociaux, il faut déjà comprendre l'environnement des réseaux sociaux et en fonction de ça, légiférer là-dessus. Maintenant, il y a des lois qui peuvent être faites dans un pays par rapport à tout ce qui est attaque ou invective sur les réseaux sociaux pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas un univers où on peut dire tout et n'importe quoi, y compris mettre en péril son pays. Donc, il y a des choses qui doivent être faites, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut un vrai travail de réflexion, parce que même si vous décidez aujourd'hui d'avoir pour sanction de suspendre quelqu'un sur Facebook, est-ce que vous avez la capacité de le faire? Facebook ne vous appartenant pas, vous n'ayant pas les moyens. Donc, c'est compliqué, c'est pas facile. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Un gros travail. Alors, les réseaux sociaux sont des médias, parce qu'on a tendance à vouloir faire cette différence-là. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus des médias à part entière. Donc, il faut intégrer cela dans la discussion. C'est pour ça que il faut une complémentarité. Il y a un travail à faire pour justement harmoniser ça. D'accord, justement, Jules, par rapport à la question de la communication à l'heure de la refondation, comment vous la voyez? Je pense qu'il faut déjà saluer ce qui a été fait. Je pense que le gouvernement malien a fait des choses qu'il faut noter. Et je dois saluer aussi le talent d'orateur de certains membres du gouvernement malien qui ont permis de faire entendre la voix du Mali en dehors du Mali. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, il n'y a plus de frontières. Vous ne pouvez plus penser que ce qui se passe au Burkina n'influence pas ce qui se passe au Mali ou ce qui se passe au Gabon n'influence pas ce qui se passe au Mali. Donc quand on fait une communication aujourd'hui, il faut intégrer justement le fait que les frontières ont totalement disparu. Donc il y a eu un travail qui a été fait, mais beaucoup reste à faire. Ce que je déplore et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a comme un cloisonnement malsain où on voudrait mettre d'un côté la presse du secteur public et de l'autre la presse du secteur privé. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut rapidement corriger parce que tous les médias, secteur public ou secteur privé, ont la même mission, c'est une mission de service public, qui est une mission d'information. Donc c'est à l'État de créer un cadre qui va permettre que le média du secteur public puisse faire son travail, mais surtout que le média du secteur privé aussi puisse faire son travail. L'autre chose aussi, il faut que l'État comprenne qu'il ne peut pas être le régulateur de tout. Il faut aussi à un moment donné que l'État délègue. Ça veut dire qu'au niveau de la HAC, il ne faut pas qu'on soit dans une posture où on veut faire le gendarme à tout prix, être le gendarme de tout. Il faut que la HAC délègue aussi un certain nombre de pouvoirs à la corporation, autant pour moi, pour permettre par exemple qu'il y ait un système d'autorégulation entre les journalistes. Je pense que ceux qui sont le mieux habilités à faire le ménage dans la presse, ce sont les journalistes. Donc il faut, à mon sens, je parlerai comme ça, leur filer un peu la patate chaude, en disant c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui connaissez votre déontologie, à vous de nous dire qui parmi vous mérite d'être appelé journaliste, quel média parmi vous mérite d'exister et de fonctionner parce qu'il respecte ce que vous avez établi comme étant vos codes. Je pense que s'il y a ce travail-là, on va y arriver. La dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est la question des moyens. Vous ne pouvez pas faire la guerre informationnelle si vous n'y mettez pas de moyens, et je parle de moyens sérieux. Parce que quand on parle des médias étrangers, j'ai pris l'exemple l'autre jour lors de ma présentation, RFI, France 24 et TV5, le groupe France Média Monde, c'est 273 millions d'euros par an, débloqués une fois par l'État. Convertissez en CFA, vous voyez ce que ça donne. Vous ajoutez à ça les publicités que les multinationales leur donnent et que même certaines entreprises leur donnent. Comment vous voulez que les médias africains, qui n'ont presque pas de moyens, puissent rivaliser à ça? Et il faut bien que
les États africains prennent conscience de ça. Je parle de l'argent public qui est donné à France Média Monde. BBC, c'est encore beaucoup plus. Al Jazeera, c'est également des moyens colossaux. Donc, je pense qu'il faut que les États comprennent que la guerre, très souvent, avant d'être physique, est d'abord communicationnelle. Si on investit sur les armes, c'est bien, mais il faut investir sur la communication. Parce que le plus dur n'est pas de faire, mais c'est de faire savoir ce qu'on fait. On Et ça, s'impose il faut par la qu'on l'intègre. communication. Merci beaucoup. Merci, Jules.